Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 26 mai. Les cyberattaques encore d'actualité chez nous après la collectivité territoriale de Martinique. C'est le système informatique de la Caisse des écoles du Robert qui est attaqué. Les pirates semblent encore aujourd'hui avoir la main sur quelques serveurs de la municipalité. Après la Guadeloupe, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est arrivé aujourd'hui en Martinique. Une visite de 2 jours afin d'échanger avec les élus et les acteurs économiques de l'île en vue de la préparation du comité interministériel des Outre-mer. Bruno Le Maire sera notre invité. Le Club Med Les Boucaniers s'apprête à faire peau neuve, rénovation, nouvelle construction et plus de 40 millions d'euros prévus pour ce lifting. Dans ce journal, nous irons aussi au Venezuela où l'or génère des emplois lucratifs, mais à quel prix? Les mineurs travaillent souvent dans des conditions très difficiles. Du cyclisme en fin d'édition avec la signature d'un partenariat entre le comité régional cycliste et Martinique. La première, un partenariat qui vous permettra de suivre toutes les étapes de ce Tour 2023 sur nos antennes. Le système informatique de la Caisse des écoles du Robert, victime d'une cyberattaque, un piratage qui occasionne un ralentissement dans l'enregistrement de certaines formalités. Certains dossiers se font aujourd'hui manuellement. Alors, les informaticiens de la mairie tentent de lutter contre le piratage des données. Franck-Edmond Mariette et Fabienne Léonce. Il n'y a plus 2022. Les données de 2022 et de 2023 ont totalement disparu. Depuis quelques jours, à cause de cette cyberattaque qui impacte très sérieusement le système informatique de la Caisse des écoles, les inscriptions des élèves de la restauration scolaire, de la garderie, mais aussi des centres de loisirs du Robert se font comme à l'ancienne. Nous avons pas mal de difficultés par rapport au paiement, puisqu'après on a un paiement en ligne, on ne peut plus faire de paiement en ligne pour l'instant, alors qui fait qu'on est obligé de prendre des paiements sur place. Stylos et papiers en main, les agents de la régie de la Caisse des écoles devront, durant plusieurs semaines, enregistrer pas moins de 2500 demandes. Une situation qui engendre inévitablement de longues files d'attente. C'est long, hein. Il fait chaud en plus. Donc bon voilà, c'est pas évident. Hein. Apparemment, ils ont des problèmes informatiques. Donc on est obligé de venir sur place. Nous sommes malheureusement contraints de venir sur place pour pouvoir régler. Donc j'étais là depuis 9 ans, je viens tout juste de passer avec 2 enfants. Mais heureusement, ils sont très agréables à l'intérieur. Les données du serveur ont été cryptées par les auteurs du piratage et une demande de rançon de plusieurs milliers d'euros a même été formulée. La restauration de la base de données nécessitera des interventions en plusieurs étapes. Pour l'instant, nos services y travaillent. Pour l'instant, ils y travaillent et je pense qu'ils maîtrisent progressivement. Ils commencent à maîtriser la situation. Et puis, s'il faut passer à un niveau supérieur, nous serons obligés d'y aller, mais pour l'instant, je fais confiance au service parce que quand le directeur des services il s'est mis au travail, bon, jusqu'à présent, je pense qu'il avance et nous avançons en tout cas vers une résolution de cette situation. Ne plus se laisser submerger par la vague de piratage qui sévit en ce moment sur la Martinique est la hantise de bon nombre d'informaticiens des différentes administrations. Après la Guadeloupe, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est arrivé aujourd'hui en Martinique. Une visite en vue de la préparation du comité interministériel des Outre-mer. Alors, lors de ces déplacements, de nombreuses problématiques sont abordées, comme celle de la vie chère. L'occasion justement de s'intéresser à nouveau au panier de la ménagère, malgré l'annonce de l'INSEE d'une stagnation des prix de l'alimentation en avril. En caisse, les clients grimacent toujours autant. Je vous propose de regarder ce reportage dédié à Eugène Mormain et de François Marlin. Difficile pour ce père de famille de commencer à remplir son chariot. Je cherche le goûter des enfants. Des fois, je vais prendre ces trucs-là qui sont pas chers, mais c'est classé en E. Trouver le compromis entre le tarif et la qualité est devenu impossible, car le principal enjeu, c'est de rester dans son budget. Avant, je faisais 150 € de course, je remplissais le chariot à moitié. Maintenant, 150 €, on n'a rien mis dans le chariot. Puis on est obligé de gérer au compte-gouttes, faire des fois plusieurs magasins, passer à Leclerc, passer à Leader Price, passer un peu par-ci par-là. Donc c'est un peu difficile. Cette retraitée, elle, continue de s'accorder des petits plaisirs. Je vais chercher du foie. Parce que j'ai envie de manger du foie aujourd'hui, du foie local. Hein. Mais une fois arrivée au comptoir,
c'est la douche froide. 14,04 €. 14 €. 14,04 €. Mon Dieu, vous avez vu la vie, on est dedans. 14 € pour 3 tranches de foie. C'est 1/6 de son budget hebdomadaire consacré aux courses. Elle va donc devoir bien sélectionner ses autres achats. Alors j'ai pris, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris la boîte de savon. Bon, j'ai des prix en promotion, on peut donner le prix. J'ai des prix en promotion 19 €. Mais en temps normal, c'est 27 €. Alors j'attends quand il y a les promotions pour acheter. La grande majorité des produits est impactée par cette hausse de prix. Près d'1 € d'augmentation en 4 mois pour le kilo de coquillettes. À quelques rayons, ce lait en poudre est 1,20 € plus cher qu'en décembre dernier. Et les exemples sont nombreux. Le poisson a doublé de prix. Les côtes de porc, ça coûtait après 2 €. On trouvait maintenant un kilo de côtes de porc coûte 6 €. Vous m'en rendez compte? Pourtant, le magasin annonce bien des baisses de prix, mais elles sont beaucoup plus difficiles à constater. Ce riz parfumé, par exemple, est effectivement moins cher que le mois dernier, mais seulement d'1 centime. Alors avec nous, Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Alors on le voit, on vient de le voir encore dans ce reportage, on le sait, on le ressent. Tous les jours en Martinique, les prix sont beaucoup plus élevés par rapport à l'Hexagone. Une situation ressentie tous les jours. Pour faire face à cette problématique, justement une problématique bien ancrée chez nous en Martinique, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'instaurer un contrôle plus rigoureux des prix? Alors moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse la transparence totale sur les marges, notamment les marges des distributeurs, les marges des industriels. Nous le faisons, on peut parfaitement renforcer cela, je suis tout à fait disposé à le faire. L'objectif, c'est de protéger le mieux possible les consommateurs contre cette augmentation des prix. Je pense que le bouclier qualité-prix a bien fonctionné, qu'il a permis d'avoir des baisses de prix. Le bouclier qualité-prix plus permet d'avoir 134 produits qui sont dans le panier. On a ouvert ça à d'autres secteurs comme la téléphonie, comme le multimédia, mais nous vérifierons effectivement que chacun joue bien le jeu. Bon, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs jouent le jeu. Il faut continuer, il faut vérifier. Il faut la transparence et nous la ferons. Est-ce que de votre côté, vous suivez les auditions de la commission d'enquête parlementaire justement sur le coût de la vie en Outre-mer? Bien sûr. Bien sûr, nous allons écouter toutes les propositions qui seront faites. Il y a un comité interministériel Outre-mer qui doit avoir lieu le 12 juin, qui a un rendez-vous très important. Il faut qu'il se solde par des décisions très concrètes. Et bien entendu que cette question de la vie chère sera abordée pendant ce comité interministériel d'Outre-mer. Est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a déjà des solutions pour stopper cette hémorragie? Des idées? La première solution, c'est de continuer à appliquer ce qui existe, de s'assurer que ça fonctionne bien. Puis le travail du gouvernement, il vise à faire baisser l'inflation au niveau européen le plus vite possible, au niveau national le plus vite possible. J'ai fixé comme objectif qu'à l'automne prochain, nous ayons une vraie décrue des prix partout en France, c'est notre objectif. Et il faut que ça s'applique évidemment à la Martinique et aux territoires et départements d'outre-mer. Plus largement, je veux le redire parce que j'y crois beaucoup, je pense que la meilleure réponse à la question du pouvoir d'achat, c'est d'abord de donner du travail à chacun et de donner un salaire le plus digne possible à chacun. Justement, on reviendra sur ce sujet. Aujourd'hui, vous avez rencontré les acteurs du tissu économique local. Vous étiez notamment à Gazdom, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de gaz industriel. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Caroline Antich-Martin et Stéphane Petitfrère. L'électrolyse ici. Produire de l'hydrogène avec des énergies renouvelables, c'est l'un des projets de cette entreprise située à Ducos. Depuis 2015, elle conditionne et recycle des gaz et fluides frigorigènes en Martinique, Guadeloupe et Guyane et emploie une vingtaine de personnes. Un dynamisme et des ambitions qui séduisent Bruno Le Maire, convaincu que, je cite, la transition écologique est l'avenir de l'industrie martiniquaise. Ça va permettre de valoriser tous les atouts de la Martinique. Les atouts en termes de biodiversité, en termes de respect de l'environnement. Ça va permettre, comme ici dans cette entreprise, de développer de l'industrie verte. L'industrie, elle est perçue souvent comme polluante. L'industrie verte, elle va permettre de combiner de la production, de la valeur ajoutée, des emplois et le respect de l'environnement. Grâce, entre autres, aux 800 000 € octroyés par l'État dans le cadre du plan de relance, cette entreprise martiniquaise est en plein développement. Sa difficulté principale, adapter l'offre à la réalité du marché anti-Guyane. L'industrie aux Antilles, c'est compliqué. Il faut savoir qu'on est sur des marchés très petits, très étroits, loin de l'Hexagone. Donc il faut savoir s'adapter. C'est beaucoup ce que vous voyez autour de vous, c'est beaucoup de travail pour savoir
adapter, dimensionner l'outil pour la Martinique. C'est très très compliqué au monde industriel, vu la taille du marché, d'avoir un outil efficace et efficient. Une problématique à laquelle ce jeune chef d'entreprise n'est pas encore confronté. Il vient de mettre au point une technique pour produire des panneaux isolants à partir de bagasse. Comme d'autres entrepreneurs présents, il déplore le manque de normes et d'aides publiques pour les petits projets industriels. On peut avoir des financements sur l'innovation, avoir des financements pour des très grosses usines, mais pour avoir des unités de taille intermédiaire qui sont adaptées à ces territoires-là, c'est plus compliqué. Et également, aussi avoir des dispositifs qui appliquent les normes qu'on a en métropole, qui les adaptent aux contraintes environnementales des dom-toms, mais qui les appliquent vraiment. Autre obstacle soulevé par ces chefs d'entreprise, l'octroi de mer. Bruno Le Maire ne souhaite pas supprimer cette taxe qui protège la production locale, mais s'engage à la réviser très prochainement. Alors, qu'est-ce que vous avez puisé lors de ces rencontres, quelque chose que vous pourrez mettre vraiment en avant lors du comité interministériel en juin prochain? Là, on parlait de l'octroi de mer. Je pense qu'il est indispensable de réformer l'octroi de mer. Ça fait lien avec les prix trop élevés et la vie chère. Si on veut que la vie soit moins chère, que les produits soient moins coûteux, tout en protégeant la production en Martinique et en finançant aussi les collectivités locales, il faut une réforme en profondeur de l'octroi de mer. Nous sommes prêts à une réforme en profondeur de l'octroi de mer. Ensuite, tous ces jeunes entrepreneurs, d'abord, ils m'ont vraiment impressionné par leur dynamisme, leur créativité. Ils veulent qu'on adapte les dispositifs à la réalité de l'outre-mer, la réalité de la Martinique. Il y a un projet de loi sur l'industrie verte que je présenterai à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Je souhaite que ce projet de loi sur l'industrie verte comporte des dispositions spécifiques pour l'outre-mer, pour aider ces jeunes entrepreneurs. Ils ont du dynamisme, on doit leur apporter de la simplicité et du soutien. Alors, vous parliez de l'octroi de mer, justement. On sait que, par exemple, le fret a un impact fort sur la vie chère en Martinique. Les tarifs forfaitaires... les tarifs sont forfaitaires par conteneur, indépendamment de la valeur de la marchandise transportée. Je vais prendre un exemple clair. Un conteneur de pâtes et un conteneur de télévision n'ont pas la même valeur au niveau de la vente. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir le mode de calcul du prix des conteneurs? Il faut en discuter avec les représentants des porte-conteneurs. Je pense à CMA-CGM qui a accepté, je le rappelle, de prolonger son opération de réduction des prix pour tous les conteneurs qui vont à destination de l'outre-mer. C'est une très bonne décision et ça fait partie, toutes ces décisions qui sont des petites décisions qui, mises bout à bout, peuvent changer la donne sur la vie chère en Martinique et en outre-mer. Nous sommes prêts à les regarder dans le cadre du CIOP. Ça fait partie de la politique économique? Ça fait partie de la politique économique. Notre objectif, il est très simple. Nous avons aujourd'hui la possibilité de développer massivement l'économie, l'emploi, ici en Martinique, avec des entrepreneurs qui sont très mobilisés, des collectivités territoriales qui sont prêtes aussi à prendre le relais, des grands projets comme la rénovation du port, à laquelle j'apporte mon soutien total, parce que je pense que c'est un très beau projet. Tout ça va donner un nouvel élan à la Martinique. Un nouvel élan avec, pourquoi pas aussi, la mise en place d'un PIF, un poste d'inspection frontalière. Ça aussi, ça peut aider à baisser les prix? Je pense qu'on a deux points qui sont très importants aujourd'hui auxquels il faut veiller. Bien contrôler effectivement la frontière, c'est un point très important. On a attiré aussi beaucoup mon attention sur les risques de délinquance en Martinique. Il faut stopper ça tout de suite. Donc nous sommes prêts à renforcer les moyens en la matière. Et par ailleurs, si vous voulez que le territoire reste dynamique, il ne faut pas que les gens partent. Il faut qu'un jeune Martiniquais ou une jeune Martiniquaise qui a 18 ou 20 ans se dise « j'ai fait de bonnes études, j'ai des projets, je vais les réaliser ici, sur mon territoire, en Martinique, plutôt que de partir ailleurs ». Alors justement, on va parler de ça. Après la crise Covid, comme partout ailleurs, on sait que les entreprises martiniquaises ont beaucoup souffert, mais certaines, justement, ont pu innover et tirer profit de la crise. Je vous propose de regarder cet exemple avec ce reportage de Sanga Fagour et Patrick Jeanguito. L'histoire commence en 2007 par des repas pour bébés mis en vente dans le commerce, confectionnés ici. Des recettes à base de produits locaux qui ont su séduire la clientèle. Mais la crise Covid passe par là et affecte la croissance de l'entreprise. Alors Christelle Dangani, la gérante, se diversifie. J'ai proposé donc mes connaissances aux différents organismes accueillant des enfants en bas âge, donc les crèches plus précisément, afin de leur proposer mon expertise dans la nourriture infantile spécialisée du côté local. Effectivement, cette crise m'a permis de faire ça, et donc ça a permis de développer aussi une économie parallèle qui ne se serait certainement pas développée aussi vite sans elle. Lors du premier confinement, cette agence de fabrication numérique spécialisée dans l'impression 3D a dans un premier temps baissé les rideaux. Et puis, les gérants ont eu une idée.
On s'est rendu compte que toutes les personnes qui possédaient une imprimante 3D commençaient à fabriquer des visières à donner au personnel soignant. On a eu les entreprises qui continuent à tourner, qui faisaient appel à nous également pour s'équiper en visière pour protéger les personnes qui travaillent avec. Ça nous a permis de continuer à travailler justement, puisqu'on n'était pas une entreprise considérée comme essentielle à la base. La diversification et l'innovation pour répondre aux défis économiques provoqués par le Covid. Tous les secteurs n'ont pas eu cette opportunité. Les entreprises se retrouvent confrontées, pour certaines d'entre elles, à un niveau d'activité qui reste en deçà de ce qu'on connaissait avant 2019. Et ça reste encore très difficile. Je pense au secteur du BTP, où l'activité est un peu ralentie, au secteur du commerce, et notamment du commerce de proximité, qui souffre encore, et pour lequel il faudra trouver des processus d'accompagnement, notamment pour les centres-villes et centres-bourgs. Selon l'INSEE, plusieurs indicateurs montrent des signes de reprise de l'économie martiniquaise. Des tendances à observer avec prudence, qu'on en sait la fragilité du tissu économique de l'île. Et en parlant justement de la fragilité de notre tissu économique, est-ce qu'on ne peut pas envisager des aides supplémentaires directes ou indirectes pour aider nos entreprises à créer des emplois, sachant que ça peut être une solution durable pour baisser le coût de la vie ? Je pense que tout ce qui va dans le sens de l'investissement en Martinique aura mon soutien. Mais dans un cadre, je ne l'ai jamais caché, je ne l'ai pas caché à mes interlocuteurs, où nous devons rétablir les finances publiques de la nation française. Donc aujourd'hui, le carnet de chèques, il n'est plus ouvert. Je le dis avec beaucoup de sincérité. En revanche, la possibilité d'investir dans certains domaines, ça oui. C'est la différence entre distribuer des chèques qui ne seront pas forcément efficaces et mettre de l'argent public dans des investissements de long terme qui, eux, peuvent être efficaces. Je cite juste deux exemples. Le port, je l'ai cité, là nous sommes prêts à soutenir, c'est un magnifique projet, il faut le soutenir, il faut le développer parce que ça va donner encore plus d'ampleur à l'économie martiniquaise. Deuxième exemple, c'est celui de l'apprentissage. Pour que les jeunes restent en Martinique, que les entreprises les embauchent, soutenir davantage l'apprentissage en Martinique, ça me paraît un bon investissement. Tout ce qui va dans le sens de l'investissement, c'est positif, mais dépenser sans regarder vraiment si c'est efficace, ça je pense que ce n'est pas une bonne politique. Quand on pense au BTP par exemple, qui est un secteur encore en crise, aujourd'hui, vous en pensez quoi justement pour pouvoir relancer cette dynamique ? Je pense que c'est aux acteurs du BTP de nous faire des propositions. Il y a un vrai sujet sur les délais de paiement que nous avons commencé à régler en signant la convention que j'ai signée aujourd'hui avec le président du territoire, avec Serge Letchimy, en nous engageant sur la réduction des délais de paiement avec la trésorerie, la direction générale des finances publiques qui est présente ici à la Martinique. Donc tout ça doit aider à raccourcir les délais de paiement. Donc vous voyez, je pense qu'on peut traiter les problèmes de chaque filière sans que ce passe forcément par plus d'argent public ou plus de soutien financier public dans un moment où, je le redis, les finances publiques de l'État doivent être rétablies. La transition écologique, c'est un pari pour vous, pour pouvoir relancer justement et créer aussi des emplois ? Je pense que c'est un atout considérable pour la Martinique. Considérable. Ça va permettre des investissements dans les secteurs qu'on a cités, l'hydrogène, l'exemple de la bagasse qui va être utilisée pour faire des isolants thermiques, le développement du véhicule électrique ici sur le territoire de la Martinique, la diversification en matière d'agroalimentaire avec plus d'indépendance en matière alimentaire. Tout ça, c'est permis par la transition écologique et je le redis, les investissements dans ce domaine-là auront le soutien de l'État. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour pouvoir justement l'accélérer ? C'est le projet de loi Industrie verte. Il sera étudié cet été à l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'il y ait des dispositions spécifiques pour l'Outre-mer et pour la Martinique pour que précisément tout ce qui est projet industriel, projet économique qui va accélérer la transition écologique, lutter contre le réchauffement climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre, se développe ici sur le territoire martiniquais. Alors une dernière question avant de conclure. On va parler encore de l'inflation qui touche aussi les billets d'avion, plus 32% en un an entre l'Hexagone et les Outre-mer, plus 45% entre les Antilles et l'Hexagone. Les compagnies affirment que cette hausse est proportionnelle à celle des prix des carburants. Vrai ou faux, monsieur le ministre ? Ça, il faut le vérifier. Tout le monde sait que le prix du kérosène a fortement augmenté. Ça se répercute sur le prix du billet. Ce qui compte pour moi, c'est que pour les Martiniquaises et les Martiniquais, le prix du billet d'avion soit accessible. Et donc ça fait partie là, des discussions qui doivent avoir lieu dans le comité interministériel Outre-mer. Par ailleurs, vous savez que je me suis beaucoup battu personnellement depuis plusieurs mois pour préserver la compagnie Corsair, donc préserver aussi de la concurrence
sur les lignes aériennes. Donc ce sera un des sujets importants qui sera traité dans le cadre du CIOM. Donc là aussi une priorité en tant que dans le cadre de la politique économique. Oui, une priorité parce que c'est la vie quotidienne des habitants de la Martinique, avoir accès facilement à des billets qui restent à des tarifs raisonnables. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Merci beaucoup. Et la première journée de cette visite, justement, s'est conclue avec une rencontre avec Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique. Un accord de principe a été signé afin de mettre en place la création d'un centre de traitement des factures. Les précisions de Serge Letchimy sont recueillies par Stéphane Petitfrère. Donc on est prêt. Maintenant, ma crainte, c'était de savoir quelle serait la réaction du gouvernement. Nous n'avons pas dit que nous voulons des millions d'euros, c'est pas ça, on en a besoin, mais c'est très important pour nous de savoir quelle est l'attitude du gouvernement. Et là, on commence à être rassuré, parce que Bruno Le Maire, qui est quand même un membre éminent du gouvernement, a très clairement indiqué que les propositions, les orientations sont très intéressantes pour la Martinique. On est en train de changer le modèle économique progressivement, petit à petit, mais sûrement, qui pourrait nous permettre d'être un modèle de développement économique demain. Donc on est assez rassurés. Maintenant, on verra le 12 ce qui se passera. Est-ce que ce sera un CIOM à demi-mesure ou un véritable comité interministériel qui prendra en compte la déclaration que nous avons faite par l'appel de Fort-de-France le 17 mai l'an dernier et des déclarations du président de la République le 7 septembre qui s'est engagé. C'est un engagement du président de la République. Je pense que le gouvernement respectera l'engagement du président de la République. Et voilà on vient d'entendre Serge Letchimy qui s'est exprimé sur les propositions du pour le comité interministériel qui se tiendra le 12 juin prochain. Et demain, le ministre se penchera sur l'avenir du secteur touristique avec un rendez-vous au Club Med. Les boucaniers sont repartis très vite après la pandémie et s'apprêtent à investir plus de 40 millions d'euros en rénovation et nouvelles constructions, signe que l'activité reste prometteuse pour l'avenir. Delphine Bess et Eddie Belrose. L'image carte postale des boucaniers, la voici. 1500 mètres de plage, 22 hectares de terrain. À Sainte-Anne, le Club Med est un village dans la ville. Avec 25 000 clients accueillis en 2022, c'est la première entreprise touristique de l'île. Partout dans le monde, le Club Med a fait le dos rond pendant la pandémie, avec 71 villages fermés pendant près de 20 mois. Aujourd'hui, le site va connaître la plus grande rénovation de son histoire. C'est un projet sur lequel on travaille depuis presque 10 ans maintenant, qui était prévu depuis un certain temps. Et là, ça y est, on commence la semaine prochaine avec la première phase de rénovation. Le but principal, c'est vraiment la montée en gamme et de pouvoir vraiment remettre la Martinique comme une destination principale et pour les clients Club Med qui viennent de métropole, mais aussi pour les clients aussi qu'il y en a dans la zone d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Le village construit en 1969 n'a pas été rénové depuis 2004. Agrandissement et modernisation, 42 millions d'euros seront investis ici d'ici 2025. Le parc de 291 chambres sera entièrement remis à neuf et ce sont les entreprises locales qui assureront l'intégralité du marché. Il y a vraiment tout l'intérieur qui sera changé. C'est franchement comme le homestaging qu'on voit des fois donc à la télé. Il y a tout qui sera changé, il y a vraiment toute la déco qui sera refaite, tout le mobilier qui va sortir aussi, de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose donc, de plus dans l'air du temps. L'investissement prévu par chambre donc, est bien donc, de 20 000 euros. À l'horizon 2025, le site fait également le pari de l'extension, avec 60 chambres supplémentaires, dont 20 suites de luxe destinées à une clientèle plus fortunée. Ça va se situer au niveau des terrains de tennis actuels et du terrain de foot, donc c'est-à-dire exactement au niveau de cette zone-là. Ça sera en forme d'arc de cercle, donc on va avoir vraiment un esprit épuré avec une piscine, avec vraiment un hôtel de luxe et pas des bâtiments qui seront imposants. Ça sera séparé en 7 bâtiments qui seront en R+2, donc qui permettront d'intégrer tous ces bâtiments dans ce paysage. Le village veut retrouver le standing qu'il avait dans les années 80. À l'époque, la Martinique était la destination à la mode pour les voyageurs des États-Unis ou du Canada. C'est un investissement qui est colossal pour nous. Alors, un investissement a toujours une part de risque, évidemment. Après, on a une vraie connaissance aussi de notre clientèle, nos parts de marché. L'idée aussi, par cette rénovation et cette extension,
d'aller chercher aussi une clientèle plus diversifiée. On est heureux de pouvoir avancer dans cette direction, dans cette nouvelle aventure des boucaniers. Le projet est bien sûr porteur d'emplois. Personnel de ménage, d'entretien, animateurs sportifs ou culturels. Plus de 60 embauches sont programmées. Les boucaniers auront bientôt près de 400 salariés. Ce vendredi est aussi marqué par l'ouverture du Salon de la formation et de l'emploi au Palais des Congrès de Madiana. Durant 2 jours, cette 21e édition a pour but de présenter les offres de formation aux jeunes étudiants et potentiels salariés. Nouveauté cette année, la présentation des formations liées à la santé. Des images signées Fabienne Léonce. Et l'actualité nous emmène aussi au Venezuela, connu pour avoir les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais son sol abrite aussi en abondance une autre ressource précieuse. Je veux parler de l'or. La ruée vers ce métal prisé génère des emplois lucratifs dans certaines régions du pays, mais dans des conditions très rudes pour les mineurs. Le récit signé Kelly Babou. Dans l'une des mines de l'État de Bolivar au nord du Venezuela, casser la roche est le quotidien de ces hommes à la recherche du précieux métal jaune. Dans une chaleur accablante, sans équipement et sans sécurité, ces hommes risquent le pire pour dégoter des petits morceaux d'or. Le voilà. C'est l'or dans ces fissures ici, dans celles qui sont noires aussi. Un travail de dur labeur dans des conditions extrêmes. Pas de témoignages de mineurs face caméra, mais quelques mots aux journalistes sur place. Ça fait 2 ans que je travaille là, dans l'espoir d'acheter une maison et une voiture pour ma famille. Un autre mineur lui déclare: je suis ici pour avoir de quoi payer ma maison et pouvoir travailler autre part. Parfois, je pense à quitter le pays. En plus des rudes conditions, il faut savoir composer avec les maladies. Paludisme, malaria, dengue. Autant de situations pointées du doigt par des ONG. Pour les gens des alentours et pour les mineurs, c'est de quoi subvenir tant bien que mal aux besoins d'aujourd'hui et pour demain. Et la majorité des exploitations minières du Venezuela et au Bolivar, ce sont des conditions chaotiques. Ce sont des petits mineurs qui utilisent du mercure et perdent 80% de l'or. Depuis 2016, les bénéfices de la revente de l'or doivent normalement entrer dans les coffres de l'État. Mais malgré cette volonté du gouvernement à vouloir maîtriser ce marché lucratif, l'explosion du cours de l'or en a fait un produit très, même trop prisé. Résultat, une grande partie de la région est en proie à la violence, au trafic illicite, aux pratiques obscures. Plus de 70% de la production de l'or serait encore exportée de façon illégale. Retour chez nous avec du sport et la signature ce matin d'une convention de partenariat entre le comité régional cycliste représenté par son président Alfred Desfontis et Pascal Lavener, directrice régionale de Martinique la Première. Le Tour de Martinique prévu du 8 au 16 juillet sera diffusé dans son intégralité et en direct sur notre antenne télé. Karl Sivat. Un véritable partenariat pour une production de qualité. Le comité cycliste et Martinique la Première ont multiplié les séances de travail pour s'accorder sur une diffusion en direct et en intégralité du Tour 2023 en télévision. Pour les équipes de Martinique la Première, je crois que c'est le moment historique. C'est vrai que je suis fière de pouvoir en faire partie, mais je voudrais vraiment souligner le travail énorme qui est fourni donc par les équipes techniques, la direction éditoriale, toutes les équipes de journalistes qui vont travailler sur ce Tour 2023. C'est le début en fait d'une très grande collaboration, une très belle aventure dans ce projet. Ils vont préparer un excellent Tour 2023 avec une couverture intégrale, il faut le dire, de toutes les étapes. On va faire du début à la fin et des plateaux et bien sûr notre mag du soir. Ce sera vraiment une très belle vitrine, sans oublier bien sûr nos autres médias qui sont la radio et le web. Après l'expérience de 2022, la direction de course et les organisateurs ont souhaité changer de braquet. L'an dernier, c'était une première, le direct télé sur le Tour cycliste 2022. Nous avons constaté que ce tour a été bien médiatisé, mais en tout cas pour le nombre de motos dans le direct qui nous a causé beaucoup de difficultés, de désagréments dans la gestion de la compétition.
Et cette année, nous avons voulu en quelque part diminuer ce nombre de moteurs de direct. C'est pourquoi nous avons choisi Martinique Première Télé pour en exclusivité le direct. Rendez-vous le samedi 8 juillet prochain pour la première étape entre Saint-Joseph et Le Marin et tout au long de cette édition 2023 qui s'achèvera le 16 juillet au Lamentin. Et voilà un rendez-vous sportif qui met un terme à notre édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Les cyberattaques, encore d'actualité chez nous. Après la collectivité territoriale de Martinique, c'est le système informatique de la Caisse des écoles du Robert qui est attaqué. Les pirates semblent encore aujourd'hui avoir la main sur quelques serveurs de la municipalité. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.